De temps en temps, j'aime vous proposer une grande compilation pour ceux qui veulent des vidéos plus longues à regarder ou simplement à écouter en fond. Aujourd'hui, la thématique, c'est les tueurs en série. J'ai choisi de mettre de côté les affaires ultra médiatisées comme Jeffrey Dahmer pour vous proposer une sélection de récits captivants, que vous les redécouvriez ou que ce soit une première fois pour vous. Un grand merci à tous pour votre soutien et une petite dédicace particulière à la personne qui me laisse toujours ce petit pouce bleu. Je le vois et ça me touche beaucoup. Sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti. À 56 ans, elle ressemblait à n'importe quelle grand-mère de la province de Mazandaran. Un visage marqué par les années, un foulard modeste soigneusement noué, une voix douce, presque rassurante. Rien, absolument rien, ne la distinguait des autres femmes de son quartier. Et pourtant, derrière cette façade de piété et de vulnérabilité, se cachait l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire criminelle iranienne. Pendant près de 20 ans, elle a détourné une institution sacrée, le mariage, pour en faire un contrat de mort. Son arme, ni couteau, ni arme à feu, mais une simple tasse de thé et quelques comprimés de somnifères. Un rituel silencieux, discret, presque invisible. Un mari après l'autre, elle les a épousés, puis enterrés. Plus d'une dizaine d'hommes sont passés par sa vie. Aucun n'en est ressorti vivant. Voici l'histoire de Kulsum Akbari, la femme qui a transformé l'amour en piège et qui a réussi à échapper aux soupçons pendant des années, jusqu'au jour où la chance a cessé de lui sourire. Pour comprendre comment Kulsum Akbari est devenue l'une des empoisonneuses les plus redoutées d'Iran, il faut revenir à ses origines. À Sari, au cœur de la province du Mazandaran. Le Mazandaran est une terre de contraste. D'un côté, les forêts luxuriantes, la mer Caspienne, une nature presque paradisiaque. De l'autre, un traditionnalisme rural étouffant où les règles sociales sont plus fortes que les individus. Kulsum naît dans une famille écrasée par la pauvreté. Mais ici, la misère ne se limite pas au manque d'argent. C'est une prison mentale. Dans ce milieu, une fille n'est pas un enfant. C'est une charge, une bouche à nourrir, une monnaie d'échange. Très tôt, on lui apprend que sa valeur ne dépend ni de son intelligence ni de ses rêves. Sa valeur réside dans sa capacité à servir un mari et à tenir un foyer. Kulsum est une enfant dont le corps a grandi trop vite. À 12 ans, elle a déjà l'apparence d'une jeune femme. Aux yeux des adultes, cela suffit. Un homme riche, beaucoup plus âgé, se présente. Il ne cherche pas une compagne. Il cherche une épouse docile. Pour ses parents, c'est une solution à la pauvreté. Ils décident de marier leur fille. En réalité, ils la vendent. Mais Kulsum n'est pas consentante. Elle refuse. Elle pleure. Elle supplie. Elle tente même de s'enfuir de la maison familiale pour échapper à ce vieillard. Ses parents la rattrapent et la forcent à entrer dans cette chambre nuptiale qui deviendra sa première prison. À 13 ans, Kulsum est déjà enceinte. Imagine la scène. Une enfant qui doit élever un enfant. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Personne ne l'a préparée. Personne ne la protège. Les mois passent, le nourrisson tombe malade. Son état se dégrade. Par ignorance, par manque de soins, peut-être aussi par un détachement né du traumatisme, le bébé meurt avant la fin de sa première année. Le choc est immense. Son mari, âgé et anéanti par la perte de son héritier, succombe peu après à une crise cardiaque. À 15 ans, Kulsum est veuve. Elle a déjà connu la grossesse, la maternité, la perte d'un enfant et le veuvage. Elle retourne chez ses parents. Elle pense être libre. Elle se trompe lourdement. À 15 ans, Kulsum pense avoir assez souffert. Mais pour ses parents, son veuvage n'est pas une tragédie. C'est une nouvelle opportunité. Un deuxième mariage est organisé presque immédiatement. Encore un homme âgé, encore un homme fortuné, encore une transaction. Cette fois, quelque chose change en elle. Elle comprend que ces deux premières unions ne lui ont rien apporté. Ni sécurité, ni liberté, ni argent. Elle donne naissance à une fille, mais les disputes sont constantes. Le couple finit par divorcer. Retour chez ses parents. Sauf que cette fois, Kulsum a compris une vérité brutale. Dans ce système, si elle ne prend pas le contrôle, elle restera un produit. Elle décide que son troisième mariage sera son choix. Mais cette union aussi échoue. Puis une autre, puis encore une autre. À 25 ans, Kulsum a déjà connu 5 mariages, 2 veuvages, 3 divorces. Elle est stigmatisée par la société.
mais intérieurement, elle est en train de changer. Sans argent et sans protection, Kulsum prend une décision inédite. Travailler. Elle trouve un emploi dans un restaurant. Et là, elle observe les regards insistants, les clients qui reviennent pour elle, les cadeaux discrets. Elle comprend qu'elle exerce un pouvoir et elle décide de l'exploiter. Elle se tourne vers le nikah muta, le mariage temporaire, une pratique légale en Iran qui permet une union contractuelle pour une durée déterminée en échange d'une somme d'argent. Ce ne sont plus des mariages, ce sont des contrats. Un client régulier, un homme d'une 60aine d'années, lui propose 2 mois contre une somme conséquente. Elle accepte, pas par amour, par calcul. Pendant 2 mois, elle découvre une autre vie. Une grande maison, des bijoux, de l'or, le confort. Elle apprend aussi à satisfaire les attentes de ces hommes, à jouer un rôle. Mais lorsque le contrat arrive à son terme, l'homme ne renouvelle pas. Il la paie et la renvoie. Pour lui, c'était qu'un accord. Pour Kulsum, c'est une révélation. Elle compare ces 2 mois de luxe à ses 5 mariages précédents, faits de souffrance et de frustration. Le verdict est clair. Le mariage temporaire sera désormais son métier. Elle quitte le restaurant. Elle chasse activement. Elle impose ses conditions. Contrat court, paiement immédiat, pas d'attache. Elle enchaîne plusieurs unions sur ce modèle. Tout est sous contrôle, jusqu'à Ahmad. Ahmad a 70 ans. Il est riche, mais méfiant et avare. Il impose un contrat d'1 an et demi et refuse de payer avant la fin. Pour la première fois, Kulsum se retrouve piégée dans son propre système. Elle ne veut plus simplement partir. Elle veut gagner. Et cette fois, elle va franchir une ligne. Plutôt qu'un geste violent, elle choisit l'invisible. Elle élabore un mélange précis, des médicaments pour le diabète associés à de puissants stimulants sexuels. Un cocktail capable d'épuiser un corps déjà fragile. Elle commence par de petites doses. Ahmad tombe malade, hospitalisation. Kulsum joue son rôle à la perfection. L'épouse inquiète, dévouée, toujours présente au chevet, elle gagne la confiance de la famille. Puis Ahmad rentre chez lui. C'est là que tout se joue. Une dose massive, silencieuse, indétectable. Ahmad meurt rapidement. Le diagnostic tombe, accident vasculaire cérébral. Pour les médecins, c'est cohérent. Pour la famille, c'est la suite logique d'un homme âgé et affaibli. Le contrat est rompu par la mort. Kulsum récupère l'argent, les bijoux et disparaît. Elle vient de comprendre quelque chose de fondamental. En tuant, elle gagne plus d'argent. Et surtout, elle gagne du temps. Après la mort d'Ahmad, quelque chose s'est définitivement brisé chez Kulsum. Il n'y a plus d'hésitation, plus de doute, plus de remords. Elle a compris une règle simple. Personne ne cherche un meurtrier derrière le lit d'un vieillard agonisant. Sa nouvelle cible s'appelle Massi, 80 ans. Le contrat prévoit 2 ans de mariage. Mais Kulsum est devenue impatiente. L'argent accumulé ne lui suffit plus. Elle veut tout et elle le veut immédiatement. 1 mois à peine après le début du contrat, elle décide que Massi a assez vécu. Comme d'habitude, elle prépare son mélange. Médicaments pour le diabète, stimulants sexuels. Elle l'incorpore au dîner. Massi mange. Il vacille. Il s'effondre. Mais cette fois, le plan déraille. Il ne meurt pas. Son cœur fragile lutte encore. Son souffle persiste. Et c'est là que Kulsum franchit une ligne irréversible. Elle ne peut plus attendre. Elle prend un morceau de tissu, un foulard, une étoffe de soie. Elle l'humidifie, puis elle se penche sur le vieil homme inconscient. Elle plaque le tissu sur son visage. Elle appuie. Elle maintient. Elle étouffe les derniers souffles de Massi jusqu'à ce que le silence s'installe définitivement. Ce n'est plus un empoisonnement discret. C'est un meurtre physique, volontaire, intime. Elle appelle la famille, jouant le rôle de la veuve dévastée. Tout semble normal, sauf pour une personne. L'un des fils de Massi est médecin. En examinant le corps de son père, quelque chose le trouble. La rapidité du décès, l'état du visage, les signes incohérents. Son instinct professionnel lui crie que quelque chose ne va pas. Il évoque un possible acte criminel, mais Kulsum a déjà façonné son image. Pour le reste de la famille, elle est la belle-fille dévouée, celle qui s'est occupée de leur père jour et nuit. On fait taire le médecin. Il avait 80 ans, c'est normal. Le corps est enterré, les preuves disparaissent sous terre. Kulsum repart avec son argent, mais elle ignore une chose, ce médecin n'oubliera jamais son visage. Forte de cette impunité, Kulsum cesse d'être opportuniste. Elle devient systématique.
Son existence se transforme en une véritable usine à veuvage. Encore un mariage, puis un autre, puis encore un autre. Selon ses futurs aveux, elle aurait tué au moins 11 hommes. Certaines rumeurs parlent de plus de 20 victimes. Son mode opératoire est désormais parfaitement rodé. Elle cible des hommes de plus de 80 ans, souvent isolés. Elle privilégie le mariage temporaire pour éviter les attaches administratives durables. Elle perfectionne son mélange chimique pour provoquer des arrêts cardiaques crédibles. Elle devient patiente, calculatrice. Pendant 22 ans, elle accumule l'argent, achète des propriétés pour sa fille, construit une vie stable, bâtie sur des cercueils. Elle est persuadée d'être intouchable, jusqu'à Gholam. En 2023, Kulsum a 55 ans. Sa nouvelle cible s'appelle Gholam, 83 ans. Mais Gholam n'est pas un vieillard ordinaire. C'est un ancien officier de l'armée iranienne, un homme formé à observer, à anticiper, à survivre. Dès les premiers jours du mariage, il ressent un malaise. Kulsum est trop attentionnée, trop parfaite, trop pressée. Un soir, elle lui tend un verre de jus de fruits. Elle sourit. Gholam la regarde longuement. Son instinct militaire s'active. Si c'est si bon, bois-en d'abord. Un silence, une fraction de seconde. Puis le verre glisse des mains de Kulsum et se brise au sol. Une maladresse, prétend-elle. Mais pour Gholam, c'est suffisant. Il comprend qu'elle a tenté de l'empoisonner. Il la chasse immédiatement de la maison. Mais il commet une erreur fatale. Au lieu d'alerter la police sur le champ, il quitte les lieux pour passer la nuit chez sa fille. Et Kulsum, pour la première fois depuis des années, vient de rencontrer un obstacle vivant. Mais Kulsum refuse de perdre. Au lieu de disparaître, elle prend une décision plus risquée. Elle approche la femme de ménage de la famille. Une forte somme d'argent. Une simple mission, verser le poison dans le repas. La servante accepte. Gholam, réfugié chez sa fille, pense être en sécurité. Il mange. Quelques heures plus tard, il s'effondre. Cela ressemble à une crise cardiaque. Encore une. Mais cette fois, le passé refait surface. À l'hôpital, un détail bouleverse tout. Le médecin qui reçoit le corps de Gholam n'est autre que le fils de Massi, celui qui, des années plus tôt, avait déjà suspecté Kulsum. En voyant le nom de l'épouse, il n'est pas une coïncidence. De son côté, la fille de Gholam révèle aux autorités les confidences de son père. Le verre, le doute, la peur. La police ordonne une autopsie. Les résultats sont sans appel. Une concentration massive de médicaments incompatibles avec l'état de santé de Gholam. Cette fois, il y a des preuves. La femme de ménage parle et le château de cartes s'effondre. Face aux éléments accumulés, Kulsum finit par céder. Elle avoue 11 meurtres confirmés, peut-être davantage. Elle décrit ses crimes sans émotion apparente, comme une comptabilité. Elle explique qu'elle utilisait son intelligence, sa beauté et les failles du système pour exploiter des hommes âgés que personne ne surveillait réellement. Pendant 22 ans, elle a prospéré dans l'ombre, jusqu'au jour où un instinct militaire et un médecin obstiné ont relié les points. L'arrestation de Kulsum Akbari ne met pas seulement fin à 22 années de meurtre, elle provoque un séisme, car ce n'est pas seulement l'histoire d'une tueuse en série, c'est l'histoire d'un système qui n'a rien vu. Pendant plus de 2 décennies, une femme a pu enterrer plus d'une dizaine de maris, sans autopsie systématique, sans enquête approfondie, sans alerte coordonnée. La vieillesse des victimes a servi de camouflage parfait. Un homme de 80 ans meurt, c'est normal. Un autre, quelques mois plus tard, encore normal. L'affaire révèle une réalité dérangeante. La solitude des personnes âgées les rend vulnérables. Vulnérables à ceux qui savent exploiter les traditions. Vulnérables à ceux qui utilisent des structures légales, comme le mariage temporaire, comme couverture criminelle. La société découvre qu'un prédateur peut se cacher derrière les apparences les plus respectables. Au fil des interrogatoires, les enquêteurs découvrent que rien n'était improvisé. Tout était organisé. L'argent, l'or, les propriétés, la majorité des richesses étaient transférées sur les comptes de sa fille. Ce n'était pas seulement une survie personnelle, c'était une stratégie patrimoniale. Officiellement, 11 victimes confirmées. Officieusement, certains enquêteurs évoquent plus de 20 décès suspects. Mais beaucoup de corps ont été enterrés depuis trop longtemps. Les preuves ont disparu sous terre. Les policiers décrivent une femme lucide, rapide d'esprit, capable d'anticiper les réactions.
Lors de ses aveux, elle aurait déclaré que si elle avait pu utiliser cette intelligence autrement, sa vie aurait été différente. Elle évoque la pauvreté, les traumatismes, l'enfance brisée. Mais à un moment donné, la survie est devenue choix, et le choix est devenu méthode. Aujourd'hui, Kulsum Akbari est considérée comme l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire iranienne. Son affaire déclenche un débat national. Faut-il mieux encadrer les mariages multiples, rendre les autopsies obligatoires pour tout décès soudain, quel que soit l'âge, protéger davantage les personnes âgées isolées? Mais au-delà des réformes, il reste une image, celle d'une femme qui ne ressemble pas à un monstre. Et c'est peut-être cela le plus terrifiant. Kulsum Akbari a prouvé que la mort peut porter le voile de la piété et se dissoudre doucement dans une simple tasse de thé sucré. Osaka, 1985. Les néons du quartier de Dotonbori se reflètent dans les eaux sombres du canal. La nuit, la ville s'enivre, rit, consomme. C'est le Japon de la bulle économique, une époque d'opulence où tout semble possible, où l'insécurité n'est qu'un concept lointain réservé à l'Occident. Dans l'inconscient collectif japonais, la rue est sûre. On peut abandonner son portefeuille sur une table de café, une jeune femme peut rentrer seule à 3 heures du matin sans jamais presser le pas. Pourtant, dans l'ombre des venelles étroites du quartier de Nishinari, un homme marche. Il sourit, il est poli, il salue les commerçants. Les habitants l'appellent Kamata-san. C'est un bon bougre, un vendeur de baguettes jetables sans histoire. Mais sous le plancher de son petit appartement de banlieue, une odeur douceâtre et métallique commence à saturer l'air. Une odeur que le parfum des sushis et les vapeurs de saké ne suffisent plus à masquer. Pendant près de 10 ans, cet homme va découper, disperser et narguer. Il va devenir la pire anomalie du système judiciaire japonais. Installez-vous confortablement. Ce soir, nous plongeons dans les recoins les plus noirs de l'esprit humain. Voici l'histoire de Kamata Yasutoshi, l'éventreur d'Osaka. Pour comprendre l'horreur, il faut d'abord observer le quotidien. Né en 1940 dans la préfecture d'Eime, Kamata Yasutoshi grandit dans un Japon en ruine, marqué par la guerre. Rien dans sa jeunesse ne laisse présager le monstre. En grandissant, il s'installe à Osaka, se marie et devient père de 2 enfants. Mais derrière les portes closes, le vernis craque une première fois. Il découvre que sa femme le trompe. Blessé dans son orgueil, il prend ses enfants sous le bras et s'installe à Nishinari-ku en 1960. Pour survivre, Kamata développe un business particulier. Il devient commercial itinérant, vendant des baguettes en bois et des fournitures pour les restaurants de nuit, les bars à hôtesses et les gargotes clandestines. C'est un milieu qu'il connaît par cœur. Ses clients louent sa douceur, sa politesse exquise, sa capacité à s'adapter à chacun. Au travail, il est l'employé modèle, discret, presque invisible. Mais Kamata a une double vie. En parallèle, il revend à prix d'or des marchandises volées à des femmes travaillant dans le milieu de la nuit. Surtout, sous cette enveloppe d'homme affable bout un volcan de rage. Ses proches rapportent de rares mais terrifiants accès de colère noire. Une rage froide, impulsive, disproportionnée qu'il dissimule derrière un réseau obsessionnel de secrets. Kamata est un fantôme logistique. Au cours de sa vie, il louera près de 20 appartements et meublés différents à travers Osaka. Une toile d'araignée urbaine dont il est le seul à détenir la carte. Le mode opératoire de Kamata Yasutoshi ne repose ni sur la force brute, ni sur l'attaque soudaine dans une ruelle déserte. Son arme principale est beaucoup plus discrète, la confiance. Grâce à son activité de vendeur ambulant de baguettes jetables et de fournitures pour les restaurants, il circule quotidiennement dans les quartiers populaires d'Osaka. Nishinari, Naniwa, Minami, il connaît les bars, les petits restaurants, les établissements de nuit et surtout les personnes qui les fréquentent. Au fil des années, il devient un visage familier, un homme poli, respectueux, presque effacé. C'est précisément cette apparence banale qui fait sa force. Kamata cible principalement des femmes vulnérables, des hôtesses de bar, des femmes confrontées à des difficultés financières ou des personnes isolées. Il sait écouter, il sait rassurer, il sait donner l'impression d'être un homme de confiance. L'approche est toujours similaire.
Il propose un repas, un verre ou une aide financière. Parfois, il promet de l'argent. D'autres fois, il se présente simplement comme quelqu'un prêt à rendre service. Pour ses victimes, rien ne distingue cet homme d'âge mûr des nombreux clients qu'elle croise chaque jour. Le piège se referme lorsque la victime accepte de le suivre dans l'un des nombreux appartements qu'il loue à travers Osaka. Ces logements sont généralement petits, anonymes et situés dans des immeubles où personne ne prête attention aux allées et venues des voisins. Pour Kamata, il constitue un environnement idéal, un endroit où il peut agir loin des regards. Une fois à l'intérieur, la situation bascule rapidement. Lorsque la victime refuse ses avances sexuelles, réclame l'argent promis ou tente simplement de partir, Kamata entre dans une colère soudaine. Derrière son apparence calme se cache une violence explosive qu'il parvient habituellement à dissimuler. Il ne sort pas d'armes. Il privilégie la strangulation à main nue. C'est un mode de mise à mort particulièrement personnel, qui exige un contact direct avec la victime et plusieurs minutes d'effort. Les enquêteurs estimeront plus tard que ce choix traduit un besoin de domination et de contrôle absolu. Une fois le meurtre commis, Kamata ne cherche pas à fuir. Au contraire, il agit avec un sang-froid glaçant. Le corps est transporté dans la salle de bain du logement. Là, à l'aide d'une scie à métaux et de couteaux ordinaires, il procède au démembrement. Son objectif n'est pas de mutiler par sadisme, mais de réduire le volume du corps afin de faciliter son transport et de compliquer l'identification de la victime. Les restes sont ensuite emballés dans des sacs poubelles et chargés dans son véhicule. Puis commence la dernière étape de son rituel. Profitant de sa parfaite connaissance de la région du Kansai, Kamata parcourt parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour disperser les restes humains dans différents secteurs d'Osaka et des préfectures voisines. Certains sont abandonnés dans des zones boisées, d'autres dans des terrains isolés ou des endroits difficiles d'accès. Chaque déplacement a le même objectif, éloigner les preuves du lieu du meurtre et empêcher les enquêteurs de relier les affaires entre elles. Pendant des années, cette méthode fonctionne. Les corps sont retrouvés de manière fragmentaire. Les scènes de crime demeurent introuvables. Les victimes appartiennent à des milieux différents. Les disparitions paraissent isolées. Et pendant que les enquêteurs tentent de comprendre ce qui relie ces affaires, Kamata continue sa vie comme si de rien n'était. Chaque matin, il reprend sa tournée de vendeur de baguettes. Chaque soir, il redevient prédateur. Entre 1985 et 1984, Kamata Yasutoshi va tuer à plusieurs reprises, laissant derrière lui une traînée de victimes dont les profils semblent parfois n'avoir aucun lien entre eux. Des femmes travaillant dans le milieu de la nuit, une étudiante en difficulté financière, une mère de famille et même une enfant. À première vue, rien ne les relie. Pourtant, toutes ont croisé le chemin du même homme. Parmi elles se trouve une étudiante de 19 ans attirée par la promesse d'un peu d'argent. Mais parmi toutes ces victimes, une seule allait faire exploser l'affaire au niveau national. Une enfant de 9 ans. Son meurtre choque le pays tout entier et transforme une série de disparitions inquiétantes en une affaire nationale. Malgré des profils variés, les crimes présentent des similitudes frappantes. Kamata attire ses victimes dans l'un des nombreux appartements qu'il loue à travers Osaka. Une fois à l'intérieur, la situation dégénère lorsqu'elle refuse ses avances, réclame l'argent promis ou tente de partir. C'est alors que la colère de Kamata explose. Il les étrangle de ses propres mains avant de procéder au démembrement des corps dans la salle de bain. Le Japon n'a alors que très peu d'expérience face aux tueurs en série opérant sur une aussi longue période. 3 mois après le meurtre de l'étudiante de 19 ans, le commissariat central d'Osaka reçoit une enveloppe inquiétante. À l'intérieur se trouve une lettre rédigée à la main. Son auteur revendique le crime avec une assurance glaçante et tourne les enquêteurs en ridicule. Pour signer son message, il choisit un pseudonyme provocateur, le monstre aux 22 visages. Une référence directe au célèbre monstre aux 21 visages de l'affaire Glico Morinaga, qui humilie alors les autorités japonaises depuis plusieurs années. En ajoutant un visage supplémentaire, Kamata cherche à montrer qu'il est encore plus insaisissable. Au départ, les policiers envisagent un canular.
Mais cette hypothèse s'effondre rapidement. La lettre contient des détails que seul le meurtrier peut connaître. Le nom exact du restaurant de sushi où il a déjeuné avec la victime avant sa mort, ainsi que plusieurs informations précises concernant le meurtre et le démembrement du corps. L'authenticité du courrier ne fait plus aucun doute. La police comprend alors qu'elle n'a pas affaire à un meurtrier ordinaire. Derrière ces lignes se cache un homme qui prend plaisir à défier les autorités et à observer leur impuissance. Malgré cette provocation, Kamata va continuer à échapper aux enquêteurs pendant près de 10 ans. Son secret est d'une simplicité déconcertante. Il ne se cache pas. Chaque matin, il poursuit sa tournée de vendeur de baguettes jetables. Il continue à visiter les restaurants, les bars et les établissements de nuit d'Osaka. Ses voisins le considèrent comme un homme discret et travailleur. Rien, en apparence, ne le distingue des milliers d'autres habitants de la ville. Sa véritable force réside dans son utilisation de l'espace urbain. Au fil des années, il accumule près d'une vingtaine d'appartements et de logements différents à travers Osaka. Cette multitude d'adresses complique considérablement le travail des enquêteurs. Lorsqu'une piste apparaît dans un quartier, Kamata peut déjà avoir déplacé ses activités ailleurs. Par ailleurs, les disparitions ne sont pas immédiatement reliées entre elles. Les victimes proviennent d'univers différents. Certains corps ne sont retrouvés que partiellement et les preuves matérielles sont extrêmement limitées. Faute d'éléments suffisants, l'enquête progresse lentement. Puis survient le crime qui va tout faire basculer. En 1994, Kamata enlève une fillette de 9 ans et contacte son père afin d'exiger une rançon. L'affaire provoque une immense émotion dans tout le Japon. Malgré les négociations, l'enfant est assassiné. Cette fois, la pression médiatique et policière devient énorme. Les enquêteurs mobilisent davantage de moyens et commencent à rapprocher plusieurs affaires anciennes. Le filet se resserre progressivement autour de Kamata. Le 23 février 1995, la police passe à l'action. Après des mois de recoupement et de surveillance, les enquêteurs procèdent à son arrestation. Les investigations permettent de mettre au jour des éléments reliant Kamata à plusieurs disparitions. Confronté à l'accumulation des preuves, il finit par reconnaître les faits et guide même les policiers vers différents lieux où il avait abandonné des restes humains. L'affaire prend alors une ampleur nationale. L'Agence nationale de police la classe officiellement sous le nom d'affaire métropolitaine désignée numéro 122, une distinction réservée aux enquêtes criminelles les plus importantes du pays. Le procès de Kamata Yasutoshi s'ouvre dans une atmosphère lourde. L'opinion publique découvre l'étendue des crimes et l'extraordinaire capacité du tueur à avoir échappé aux autorités pendant près d'une décennie. Le 24 mars 1989, le tribunal de district d'Osaka le reconnaît coupable et le condamne à la peine de mort par pendaison. Kamata fait appel à plusieurs reprises. Il tente notamment de revenir sur certains aveux et affirme avoir subi des pressions durant les interrogatoires. Les juridictions supérieures rejettent ses arguments les uns après les autres. En 2005, la Cour suprême confirme définitivement sa condamnation. Commence alors une nouvelle attente. Au Japon, les condamnés à mort ne connaissent jamais la date de leur exécution à l'avance. Chaque matin peut être le dernier. Pendant plus d'une décennie, Kamata vit dans cette incertitude permanente. Le 25 mars 2016, à l'âge de 75 ans, les gardiens viennent le chercher dans sa cellule. Quelques heures plus tard, Kamata Yasutoshi est exécuté par pendaison. Avec lui, disparaissent les derniers secrets d'un homme qui aura utilisé la politesse, la confiance et l'anonymat d'une grande ville comme arme de prédation. L'affaire de l'éventreur d'Osaka rappelle une vérité dérangeante. Les criminels les plus dangereux ne ressemblent presque jamais à des monstres. Ils ressemblent souvent à tout le monde. Kamata n'était ni un marginal, ni un fugitif traqué vivant dans l'ombre. Il était ce vendeur que l'on croisait chaque jour, ce voisin qui saluait poliment, cet homme ordinaire auquel personne ne prêtait attention. Et c'est précisément ce qui le rendait si dangereux. Colombie, avril 1997, département de Pereira, vallée de Cauca. Le soleil s'écrasait comme une enclume sur la terre sèche.
Deux paysans remontaient lentement un sentier poussiéreux au pied d'un champ abandonné. Ils cherchaient des bois morts pour réparer une clôture, mais ce qu'ils allaient trouver allait secouer tout un pays. Au bord d'un talus, sous un amas de branchages, l'un d'eux repéra un bout de tissu déchiré. Bleu clair, imprimé d'un motif d'enfant. En s'approchant, il sentit quelque chose de plus glaçant que le vent sec qui soufflait sur les collines. Des os. 3 petits crânes. Alignés, presque comme placés avec une intention. À côté, des restes de chaussures de sport usées, une bouteille de cognac presque vide, un préservatif, des cordes usées par la terre, et ses lunettes, cerclées de métal, tordues, une branche cassée nette. Les autorités furent alertées, mais personne n'imaginait encore que ce champ allait devenir le point de départ d'une traque nationale. Car ces enfants n'étaient pas seuls. Ils étaient des dizaines, voire des centaines. 1963, dans un petit village du département de Quindío. Sur les hauteurs de Genova, là où les collines se perdent dans la brume et où les feuilles sèchent sur les toits en tôle, un enfant marchait seul. Il s'appelait Luis Alfredo Garavito Cubillos. Il avait 6 ans, et il ne souriait jamais, pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il n'avait jamais eu de raison de le faire. La maison des Garavito était construite en adobe, 3 pièces, une cuisine noire de suie et une chambre partagée. Pas de fenêtre, une odeur de sueur, de rhum et de graisse froide. Lui dormait sur une paillasse infestée de puces. Les nuits étaient longues, très longues, et le jour n'était guère plus clément. Manuel, le père, était un homme sec, rugueux, toujours une bouteille de liqueur artisanale à la main. Il rentrait du travail, quand il y allait, et hurlait dès le seuil franchi. Il frappait Louis avec tout ce qu'il trouvait, câble électrique, ceinture, manche de balai. Il le traitait de faible, de pédé, d'insecte inutile. Il le forçait à se tenir debout, nu, contre le mur pendant des heures. Parfois, c'était pour le punir d'avoir mangé trop vite. D'autres fois, simplement pour exister. La mère Rosa est une ombre, soumise, brisée. Elle regardait lui se faire battre sans intervenir. Elle avait cessé de parler quelque part entre son 3e enfant et sa 3e fausse couche. Louise était l'aîné, le plus détesté. Les autres enfants se moquaient de lui. Il sentait mauvais. Il ne parlait pas. Il ne regardait jamais dans les yeux. Il avait une manière étrange de se frotter les mains sans cesse, comme pour effacer quelque chose de sa peau. Il aimait les livres, mais ne lisait que la même page, encore et encore. Les professeurs disaient qu'il était lent. D'autres le trouvaient inquiétant. Un jour, un instituteur le surprend en train de dessiner un enfant mort, les yeux barrés, entouré de feu. Quand on lui demande ce que c'est, lui répond doucement « C'est un garçon puni par Dieu ». À 8 ans, il commence à se plaindre de cauchemars, des cris, du sang, des cordes, des ombres qu'il attrape par les pieds. Il mouille son lit jusqu'à 12 ans. Et chaque fois, son père l'humilie devant ses frères. Il le traîne dehors, le fait asseoir sur un seau, nu face à la rue. Personne ne dit rien. Les voisins entendent. Mais ici, dans ces collines pauvres de Colombie, la souffrance est une routine. Les cris d'un enfant ne valent pas plus qu'un aboiement de chien. C'est à cette époque que Luis commence à subir les premiers abus sexuels. L'homme s'appelait El Viejo, un voisin, ami de son père. Il offrait des pièces à Luis, lui proposait des biscuits, puis l'entraînait dans sa grange, derrière la maison. Lui ne comprenait pas. Il pensait que c'était normal, que c'était la punition pour les enfants comme lui. Parfois, il pleurait. L'homme lui disait de se taire, que s'il parlait, il tuerait sa mère. Il y eut d'autres hommes. Un oncle, un cousin, un vagabond qui logeait parfois à la maison. Lui cessera un jour de les nommer. Il dira simplement « c'était tous les soirs, tous les jours, pendant des années ». Ces agressions ne furent jamais signalées, jamais discutées. Et pourtant, elles ont laissé en lui une brèche, une faille où l'humanité allait peu à peu se dissoudre. À 12 ans, Luis fugue pour la première fois. Il est retrouvé sous un pont, 2 jours plus tard, affamé, transi, mais calme. Quand la police lui demande pourquoi il est parti, il répond « Je voulais que Dieu me parle ». Il fugue à nouveau, 3 fois, 5 fois, 10 fois. À chaque retour, son père est plus brutal, et Luis plus silencieux. Il se ferme, se referme. Et pourtant, quelque chose germe en lui, quelque chose de plus sournois. Il commence à suivre des enfants dans la rue, à les observer, longtemps, sans rien dire.
Il note leur nom, leur âge supposé, leur taille. À 14 ans, on le surprend en train d'arracher les ailes d'un pigeon, méthodiquement. Il sourit pendant qu'il le fait. Vers 16 ans, lui quitte le foyer familial pour de bon. Il vit dans la rue, survit comme vendeur ambulant, passe d'une ville à l'autre. Il dort dans des parcs, des arrière-cours, des entrepôts désaffectés. Il lit beaucoup. Des romans, des textes religieux, la Bible surtout. Il se crée une façade. Un homme poli, timide, un peu triste. Il dit bonjour. Il s'excuse souvent. Il évite le conflit. Il aide les vieilles dames à traverser. Il est gentil. Mais personne ne voit ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Personne ne voit l'obsession qui monte en lui. Les voix et les visions. Lui raconte plus tard qu'il entendait des voix, qu'elles lui parlaient dans le noir, qu'elles lui disaient qu'il était un élu de Dieu, que son rôle était de punir les enfants impurs, perdus, déviants. Il commence à prier de manière compulsive. Il entre dans des églises, se flagelle, se confesse, mais les prêtres le prennent pour un illuminé. Il l'écoute poliment, puis le congédiait. Lui les supplie parfois de l'exorciser. Il croit être possédé, ou veut qu'on lui dise qu'il l'est, parce que ce qu'il ressent est trop fort, trop sale, trop incontrôlable. Vers 19 ans, lui s'est arrêté pour attouchement sur mineur dans une ville du Nord. L'affaire est classée sans suite. L'enfant était un sans-abri, sans parents, aucune plainte déposée. Lui change de ville, puis recommence. À Medellín, on le surprend en train de parler à un enfant derrière une station-service. Il dit qu'il lui offrait des bonbons. Une enquête est ouverte, puis refermée. Le schéma est toujours le même. Victime sans identité, aucune trace, aucun témoin. Lui comprend alors qu'il peut agir sans être inquiété. Et c'est là que tout bascule. À la fin des années 80, dans une Colombie secouée par la violence des cartels, des guérillas et de la misère endémique, les disparitions d'enfants deviennent presque banales. Un enfant disparu, probablement fugué, tué par une balle perdue, vendu, ou pire. Et dans cette atmosphère de chaos, Luis Garavito devient invisible. Un fantôme, un tueur patient, méthodique. Il ne reste plus qu'un détail à régler. Comment passer à l'acte sans retour? Colombie, ville de Trujillo. Il fait chaud ce jour-là. Le ciel est bas. L'air sent la terre sèche et le gasoil. Les rues sont bruyantes, mais derrière la gare routière, là où personne ne regarde, le silence est lourd. Un garçon d'environ 12 ans marche seul. Il porte un vieux t-shirt trop grand, un short sale et des sandales abîmées. Il vend des fruits dans un seau en plastique. Il s'appelle Johnny. Il n'a plus de mère. Son père est quelque part, peut-être mort, peut-être juste parti. Luis Garavito l'observe depuis plus d'une heure. Il l'a vu hier déjà, et avant-hier. Il sait que le garçon revient toujours au même endroit, aux mêmes heures, avec le même air fatigué. Ce jour-là, il passe à l'action. Lui s'approche calmement, il sourit, il parle doucement. « Tu veux gagner un peu plus d'argent » Le garçon le regarde avec méfiance. Il ne répond pas. Lui sort un billet de 1000 pesos, puis un deuxième. « Je cherche quelqu'un pour m'aider à transporter des cartons. Je paye bien. Il y a à boire et tu peux même manger. » Johnny hésite. « Je travaille pour une fondation. On aide les enfants des rues. On cherche des jeunes motivés comme toi. » Le ton est posé, gentil. Pas de geste brusque, rien qui alarme. Lui est un maître de l'apparence. Il sait se rendre rassurant. Il a appris à parler juste assez. Le garçon accepte. Il le suit. Il marche 15 minutes, sortent du centre-ville, s'enfonce vers les champs. Il y a là un chemin poussiéreux bordé d'herbes hautes, des ronces, des ruines de maisons brûlées. Personne ne traîne par ici. Lui l'a choisi avec soin. Quand ils arrivent dans une clairière à demi cachée, lui pose son sac. Il sort une bouteille de soda. Il propose au garçon de s'asseoir. Puis, lentement, il commence à sortir une bouteille d'aguardiente, une liqueur colombienne forte. Il prétend que c'est pour fêter son premier jour de travail. Johnny boit une gorgée, puis deux. Le monde tourne un peu. Lui sourit. Ensuite, tout s'accélère. Lui sort une corde. D'un geste rapide, il saisit le garçon par derrière. Il l'attache. L'enfant se débat, crie, hurle. Personne n'entend. Il l'agresse violemment. Il le torture. Il le tue. Avec méthode. Il abandonne le corps là, au milieu des autres herbes. Il recouvre partiellement le cadavre, puis s'éloigne lentement, comme si de rien n'était. Le soir même, il rentre dans un foyer d'hébergement où il se fait passer pour un homme pieux. Il dort. Il mange. Il prie. Le lendemain,
Il reprend son activité de vendeur de rue. Personne ne remarque rien. Le garçon, lui, ne reviendra jamais. Mais à Trujillo, un enfant qui disparaît, ce n'est pas un événement. C'est presque une habitude. La police ne se déplace même pas. Et Luis Garavito comprend que le monde ne regarde pas. Quelques semaines plus tard, il recommence. Même méthode. Il change de ville. Il choisit une victime différente. Un autre garçon, même profil. Enfant de la rue. Abandonné. Invisible. Il les attire avec les mêmes mots, les mêmes billets, le même ton rassurant. Il les emmène dans des lieux isolés, des terrains vagues, des ravins, des zones industrielles désaffectées. Chaque fois, il améliore son rituel. Il prépare mieux les cordes. Il calibre ses doses d'alcool. Il apprend à rester calme, même quand l'enfant hurle. Il prend le temps. Il photographie parfois les corps dans sa mémoire. Puis il repart, change de ville, rase sa barbe, change de vêtements et recommence. Entre 1992 et 1994, plus de 50 enfants disparaissent dans des régions différentes de Colombie. Tous entre 6 et 16 ans. Tous pauvres. Tous seuls. Les signalements sont éparpillés, confus, rarement suivis. La presse ne fait pas le lien. La police encore moins. Chaque ville pense que le problème vient d'ailleurs. Et Luis c'est en paix. Il dit plus tard, « J'étais un outil de Dieu. Je ne faisais que punir les enfants déviants. Je nettoyais ce monde. » Mais un détail revient souvent sur les lieux du crime. Une paire de lunettes cassées. Toujours. Elles appartiennent à Garavito. Il est myope, mais à chaque agression, elles tombent ou sont arrachées. Les enquêteurs qui, plus tard, feront le lien, retrouveront des dizaines de paires identiques. Mais à ce stade, rien n'est encore connecté. Luis Garavito est un prédateur en liberté, et il est loin, très loin, d'avoir terminé. Colombie, 1993, puis 1994, puis 1995. Des enfants disparaissent un peu partout, parfois un seul, parfois deux, parfois trois en une semaine. Toujours des garçons, toujours jeunes, toujours pauvres, et personne ne comprend ce qu'il se passe. Parce que dans la Colombie des années 90, la disparition d'un enfant est presque banale. Il faut comprendre le contexte. La Colombie est alors un pays au bord du chaos. Les cartels de drogue font la loi. Pablo Escobar vient à peine d'être tué. La violence est partout. Guérilla des FARC, milices paramilitaires, corruption à tous les étages. Les disparitions sont quotidiennes. Des enfants sont recrutés comme soldats, d'autres deviennent mules pour la cocaïne. D'autres sont simplement abandonnés. Alors quand un enfant disparaît, la police classe ça comme fugue ou enlèvement familial, parfois même comme rien du tout. Les mères viennent pleurer au poste, on les fait patienter, on les oublie, et Luis Garavito en profite. Lui change de ville après chaque meurtre. Il a une stratégie claire, ne jamais rester plus d'un mois au même endroit. Il rôde, observe, repère les coins abandonnés. Il cible toujours les mêmes profils. Enfants de la rue, orphelins, petits vendeurs ambulants. Il apprend à imiter l'autorité. Parfois, il se fait passer pour un missionnaire, un enseignant, un recruteur d'ONG. Il porte des chemises sobres. Il parle calmement, et ça marche. Presque à chaque fois, l'enfant le suit. Les scènes se répètent. Un chemin isolé, une promesse d'argent, une bouteille d'alcool, un viol, une torture, un meurtre, un cadavre abandonné dans un champ, et toujours une paire de lunettes oubliées sur l'herbe. Les enquêteurs locaux ne font pas le lien, mais quelques détails reviennent d'un département à l'autre. Les enfants ont été attachés de la même manière. Les lieux sont souvent près des voies ferrées ou dans des zones en friche. Tous les corps montrent des signes de torture sexuelle. Une canette de soda, parfois, est près de la scène, et presque toujours, une paire de lunettes bon marché. Mais le pays est vaste. Les services de police sont dispersés, sous-équipés, mal formés, et surtout, aucun fichier central n'existe pour compiler ces affaires. Chaque ville travaille dans son coin, et personne ne pense qu'un même homme pourrait être derrière tout ça. Luis Garavito sait que l'oubli est son allié. Il le dit lui-même, plus tard, « Et si tu veux qu'on te laisse tranquille, attaque ceux que personne ne regarde. » Il a raison. Les enfants qu'il tue n'ont pas de papier, pas de photos, pas de voix. Parfois, leurs corps ne sont même pas retrouvés. D'autres fois, ils sont enterrés sans nom. Il commence à se surnommer dans sa tête El Monstruo.
Et ce monstre, en 1994, est inarrêtable. Dans une ville du Nord, un officier de police trouve étrange le mode opératoire d'un meurtre d'enfant. L'enfant a été violé, étranglé, puis mutilé. Quelques mois plus tard, à Pereira, 3 cadavres d'enfants sont retrouvés dans le même ravin, à quelques mètres de distance. Même schéma, même corde, même blessure. Cette fois, un procureur commence à se poser des questions. Mais l'administration est lente. Il faudrait connecter les affaires, réunir les preuves, comparer les autopsies. Rien ne se fait. Garavito, lui, continue. Lui tient un petit carnet personnel, soigneusement dissimulé. À l'intérieur, des noms d'enfants, des dates, des croquis, des commentaires. Il y note ses purifications, ses offrandes, ses combats contre le mal. Il parle à Dieu ou à ce qu'il croit être Dieu. Dans ses notes, on retrouve des phrases comme « Celui-là était trop doux, je me suis presque senti faible. Je l'ai regardé dans les yeux jusqu'à ce qu'il parte. Il ne m'en voulait pas. J'étais plus fort que le démon, cette fois encore. » Ce carnet est un trésor pour les enquêteurs, mais à cette époque, personne ne le possède encore. Fin 1996, dans la ville de Tunja, un enfant de 12 ans disparaît. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard, derrière une école abandonnée. Les enquêteurs découvrent un motif satanique gravé au couteau sur son dos. Là, la presse s'en empare. On parle d'une secte, de rituels démoniaques, les rumeurs enflant, la peur s'installe, et enfin, la police commence à chercher un lien entre les meurtres d'enfants. Mais il est déjà trop tard. Luis Garavito a une longueur d'avance, et son compteur macabre dépasse les 100 victimes. Début de l'année 1998. Un matin d'avril, dans les montagnes de Pereira, la police reçoit un appel. Un fermier, en promenade près de ses terres, a trouvé quelque chose. Quelque chose de terrifiant. Au fond d'un ravin, 3 cadavres d'enfants. Tout nus, attachés, mutilés, jetés là comme des ordures. Le fermier en larmes dit « Je croyais que c'était des poupées, mais il y avait des mouches et une odeur que j'oublierai jamais. » La police arrive, boucle la zone, prend des photos, appelle le médecin légiste. Mais cette fois, quelque chose est différent. Quelqu'un prend ça au sérieux. Un homme, Carlos Herrera. L'inspecteur Carlos Herrera, du département judiciaire de Pereira, est un ancien flic de Bogota. Il n'a rien d'un héros, mais il a un instinct. Devant les corps des enfants, il fronce les sourcils. Les mêmes nœuds, les mêmes lacérations, et cette étrange mutilation génitale sur 2 des 3 corps. C'est trop précis, trop méthodique. Ce n'est pas un crime de passion, ce n'est pas un parent fou, c'est autre chose. Il décide de tout faire remonter à la Fiscalia générale de la Nation, le parquet général. Et pour la première fois, un mot est prononcé à voix haute. Tueur en série. En Colombie, ce concept n'existe presque pas. Les tueurs en série, c'est pour les Américains. Les séries télé, les films, ici on parle de cartels, d'enlèvements, de guerre civile, pas de monstres solitaires. Mais Herrera insiste. Il compile les rapports des dernières années. Il trace des lignes sur une carte. Pereira, Tunja, Trujillo, Bogota, Armenia. Le schéma se forme lentement. Un couloir de sang. Un tueur itinérant. Et au fil des semaines, l'équipe d'Herrera découvre un élément récurrent, minuscule, mais troublant. Des lunettes. Toujours de la même forme, même monture, même correction. Mais qui laisserait tomber ces lunettes sur 10 scènes de crime? À moins que ce ne soit toujours le même homme. Un jour, en examinant des objets trouvés sur une scène à Genova, les enquêteurs récupèrent une paire de lunettes cassées. L'un des verres est rayé. Sur la branche, une gravure en plastique, un nom de fabricant. Ils se rendent chez l'opticien qui vend cette marque. Le commerçant accepte de fouiller ses dossiers. Et il trouve le nom d'un client ayant acheté ce modèle avec cette correction spécifique 2 fois dans les dernières années. Nom, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Adresse inconnue. Métier variable. Mais l'opticien se souvient d'un détail. Il parlait doucement. Il portait des chemises. Mais il avait quelque chose dans le regard. Comme s'il écoutait, mais pensait à autre chose. Avec ce nom, les enquêteurs fouillent les bases de données nationales. Rien de solide, mais des traces éparses. Plusieurs domiciles temporaires. De vieux rapports psychiatriques datant de sa jeunesse. Une condamnation mineure pour tentative d'agression sur mineur, classée sans suite.
des témoignages dans des foyers où il se faisait passer pour bénévole. Et enfin, le chaînon manquant, un témoin, un garçon de 13 ans rescapé d'une tentative d'enlèvement. Il dit « Il m'a dit de venir l'aider à porter un sac. Il m'a proposé à boire. J'ai eu peur. J'ai couru. » Quand on lui montre des photos d'hommes potentiellement suspects, il reconnaît Luis Garavito sans hésiter. Mais Garavito a disparu. Il n'a plus d'adresse. Il se déplace sans laisser de traces. Il n'a ni compte bancaire, ni téléphone. Il dort parfois dans des pensions, parfois dans la rue. Mais maintenant, la chasse est ouverte. Carlos Herrera fait imprimer un avis de recherche national avec photos et signalement. Nom, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Taille, environ 1,70 m, myope, lunettes correctrices fortes, barbe variable, se fait passer pour prêtre, missionnaire ou recruteur. Dangereux, extrêmement intelligent. Un mot est écrit en rouge en haut de la fiche Truo. À partir de là, lui sent que quelque chose change. Il lit les journaux. Il voit des reportages sur des enfants tués. Mais cette fois, les médias font le lien. Il sait qu'il est suivi. Il sent qu'on se rapproche. Alors il devient plus nerveux. Il boit plus. Il devient moins prudent. Et en avril 1999, il fait l'erreur de trop. Avril 1989. Une chaleur étouffante pèse sur la ville de Villavicencio. Luis Garavito rôde, comme à son habitude. Il a repéré un jeune garçon de 12 ans, maigre, vêtu d'un short sail, pieds nus. Il traîne près d'un marché vendant des fruits pour quelques pesos. L'enfant s'appelle Ivan Sabogal. Garavito l'aborde doucement. Il dit s'appeler Bonifacio Morera Liscano. Il prétend travailler pour une fondation qui recherche des jeunes volontaires pour une mission agricole rémunérée. Il parle calmement, avec un ton posé, presque paternel. L'enfant hésite, puis accepte de le suivre. Ils quittent la ville ensemble, marchant sur un sentier poussiéreux jusqu'à un champ abandonné. Ce que Garavito ne sait pas encore, c'est que cette fois, il ne sera pas seul. Lui sort sa bouteille. Il donne au garçon un soda mélangé à de l'alcool. Mais Ivan, méfiant, n'avale qu'une gorgée. Il commence à tituber, mais garde un semblant de lucidité. Lorsque Garavito tente de l'attacher, le garçon se débat violemment. Il mord, il frappe, il hurle. Et là, chose rare, un passant les entend. Un homme qui ramassait du bois à une centaine de mètres. Il s'approche, il voit un adulte accroupi sur un enfant en train de l'immobiliser. Garavito panique, il se relève, il fuit dans les buissons. Le témoin aide l'enfant à se relever. Ivan est choqué, blessé, mais vivant. La police est appelée. Et très vite, les officiers tombent sur quelque chose. Non loin de là, caché sous un buisson, les policiers découvrent un sac en plastique noir. À l'intérieur, une bouteille d'alcool à brûler, du lubrifiant, des cordelettes, des bonbons, une lame de rasoir et surtout une facture de supermarché. Cette facture, datée du jour même, porte un nom, Bonifacio Morera Liscano. Les policiers remontent la piste. Ils visitent les pensions, les hôtels bon marché, et dans l'un d'eux, à quelques pâtés de maison, ils trouvent un client enregistré sous ce nom. Chambre 16. Il est 17 heures quand la police enfonce la porte. Luis Garavito est allongé sur un lit, torse nu, en train de lire une Bible. Il ne résiste pas. Il sourit même, doucement, quand on lui passe les menottes. À ce moment-là, les policiers pensent avoir arrêté un simple pédophile. Ils ignorent encore qu'ils viennent de capturer le pire tueur en série de toute l'histoire de la Colombie. Au commissariat, Garavito donne un faux nom. Il nie tout, il parle lentement, il choisit ses mots. Il dit qu'il voulait juste aider un garçon. Mais la police a des doutes. Ils le photographient, prennent ses empreintes. Et ils décident de le comparer aux croquis et portraits robots recueillis dans d'autres affaires. Le résultat tombe quelques jours plus tard. Correspondance formelle. Luis Alfredo Garavito Cubillos, né en 1957, condamné mineur, déjà suspecté autrefois et recherché dans plusieurs départements. En fouillant ses anciennes chambres d'hôtel, la police trouve des dizaines de carnets. Et dans ces carnets, l'enfer. Des listes de prénoms, des dates, des lieux, des schémas de corps, des confessions et surtout des détails que seul le tueur pouvait connaître. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Chaque page est une porte sur l'horreur. Et lorsque les photos des victimes sont placées devant lui, Garavito baisse les yeux et dit simplement « Oui, c'est moi ».
Pendant les semaines suivantes, Luis Garavito passe aux aveux. Des heures et des heures d'interrogatoire. Il parle avec une précision glaçante, sans émotion, parfois même avec fierté. Il décrit les enfants, leur visage, leur voix, leur peur. Il raconte les tortures, leurs derniers mots, il se souvient de tout. À la question « Combien d'enfants as-tu tué ?» il répond « Je crois plus de 100, peut-être 150. » Plus tard, après recoupement, le chiffre officiel sera de 187. Mais les enquêteurs pensent qu'il y en a plus de 200. Le pays est sous le choc. Luis Garavito, ce nom qui jusque-là n'était qu'un murmure, devient une affliction nationale. Les médias couvrent chaque détail, chaque aveu, chaque photo, chaque témoignage. La population réclame justice, vengeance. Mais la Colombie se heurte à un dilemme. Comment punir un monstre de cette envergure? Dès l'annonce officielle de son arrestation, la pression médiatique est immense. Les journaux titrent en une « Le monstre capturé »,« L'horreur a un visage ». Dans les rues, des manifestations spontanées éclatent. Des familles de victimes demandent à voir la justice frapper fort. Luis Garavito est accusé de meurtres multiples aggravés, viol, torture, enlèvement. Mais la loi colombienne ne prévoit pas la peine de mort. La peine la plus lourde, 40 années de prison. Un choc pour beaucoup. Le procès commence en 1999 à Bogota. Garavito est calme, parfois distant. Il écoute les témoignages sans montrer d'émotion. Les familles des victimes racontent l'insoutenable. Des enfants disparus, des vies brisées, des mères et des pères dévastés. Face au tribunal, Garavito confirme ses crimes. Il raconte ses actes avec une froideur déconcertante. Il décrit comment il choisissait ses victimes, comment il les manipulait, comment il ressentait un devoir presque religieux. Le procureur demande à Garavito s'il éprouve des remords. Il répond « Je faisais ce que je devais faire. J'étais purificateur. Je combattais le mal. » Au cours du procès, Garavito tente de négocier. Il propose de révéler l'emplacement des corps non retrouvés en échange d'une réduction de peine. Les familles hésitent, l'angoisse de la vérité contre le désir de justice. Finalement, l'accord est conclu. Garavito conduit les enquêteurs dans des dizaines de sites où il découvre des restes humains. En 1999, Luis Garavito est condamné à 40 ans de prison. Une sentence jugée insuffisante par beaucoup, mais conforme à la loi colombienne. Il est incarcéré dans une prison de haute sécurité. L'affaire Garavito marque un tournant dans la justice colombienne. Elle révèle les failles du système, la nécessité d'une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et surtout l'urgence de protéger les enfants les plus vulnérables. Luis Garavito reste un symbole terrible, le visage du mal absolu dans un pays qui a déjà trop souffert. Mais son histoire rappelle une vérité cruelle. Le mal peut prendre les formes les plus ordinaires, et souvent, il se cache là où on s'y attend le moins. Le procès terminé, l'arrestation passée, les projecteurs médiatiques s'éteignent peu à peu. Mais pour les survivants et les familles des victimes, la vie ne reprend jamais vraiment son cours. Dans l'ombre, certains enfants ont échappé à la mort. Ils portent sur eux les marques physiques et psychologiques d'une horreur indicible. L'un d'eux, Javier, raconte « Je pensais que personne ne m'écouterait, que j'étais condamné à rester silencieux. Mais parler, c'est la seule façon de ne pas mourir à l'intérieur. » L'affaire Garavito secoue profondément la Colombie. Les autorités créent des programmes d'aide psychologique, des campagnes de prévention dans les écoles. Mais la peur persiste. Dans les villes comme dans les campagnes, les parents deviennent plus méfiants. Les enfants, eux, grandissent avec la hantise de l'invisible. Le gouvernement commence à réviser les lois. Il veut renforcer la protection des mineurs, augmenter la coopération entre police, justice et services sociaux. Le cas Garavito devient un exemple tragique mais nécessaire. En prison, Garavito est isolé. Son attitude change peu. Il refuse souvent de parler aux autres détenus. Les gardiens rapportent qu'il médite beaucoup, parfois récite des prières, mais sans jamais montrer de remords sincères. Le 12 octobre 2023, Luis Alfredo Garavito est décédé à l'âge de 66 ans, à l'hôpital de Valledupar, en Colombie. Condamné pour le meurtre de près de 200 enfants, il était considéré comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Atteint d'un cancer et affaibli par une leucémie, il s'est éteint derrière les murs d'une prison où il aura passé plus de 2 décennies.
Sa mort n'efface pas les crimes ni la douleur, mais elle clôt un chapitre sombre de l'histoire colombienne et rappelle une vérité essentielle. Le devoir de mémoire est parfois la seule justice qui reste. Pendant plus de 10 ans, des milliers de voitures ont traversé Ocean Parkway sans ralentir. Des familles en vacances, des couples, des pêcheurs, des touristes, tous empruntaient cette longue route qui longe la côte sud de Long Island à un peu plus d'1 heure de New York. À première vue, l'endroit est magnifique. D'un côté, l'océan Atlantique. De l'autre, des marécages sauvages et des étendues de roseaux qui semblent s'étendre à l'infini. Mais sous cette carte postale se cachait un secret. Un secret si sombre qu'il allait devenir l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire américaine. Car pendant que les automobilistes roulaient tranquillement sur cette route, quelqu'un utilisait les dunes comme un cimetière. Quelqu'un venait ici la nuit. Quelqu'un connaissait parfaitement les lieux. Quelqu'un déposait des corps dans les broussailles en étant persuadé qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Pendant des années, il a eu raison. Puis un matin de décembre 2010, un chien policier s'est arrêté devant un amas de branches. Et tout a commencé. Ce que les enquêteurs allaient découvrir ce jour-là allait les entraîner dans une chasse à l'homme qui durerait plus de 15 ans. Une enquête remplie de fausses pistes, de corruption, de téléphones jetables, d'indices oubliés. Et au bout du chemin, un homme que personne n'aurait soupçonné. Voici l'histoire du tueur de Gilgo Beach. Le 11 décembre 2010, le vent souffle violemment sur Long Island. Le ciel est gris, l'air est froid et humide. L'hiver a transformé les marécages bordant Ocean Parkway en un paysage presque désert. Ce matin-là, un policier du comté de Suffolk avance lentement dans les broussailles, accompagné de son berger allemand. Le chien s'appelle Blue. Depuis plusieurs heures, il participe à une opération de recherche. L'objectif est simple: retrouver une jeune femme disparue 7 mois plus tôt. Une femme nommée Shannan Gilbert. Depuis sa disparition, sa famille refuse d'abandonner. Sa mère appelle régulièrement la police. Les journalistes commencent à poser des questions. La pression augmente. Alors les autorités ont fini par organiser de nouvelles recherches. Personne n'imagine ce qui va suivre. Blue avance entre les roseaux. Le chien renifle le sol. Puis, soudainement, il ralentit. Quelque chose a attiré son attention. Le policier le regarde changer de direction. Quelques secondes plus tard, Blue s'arrête. Il fixe un point précis. Puis il s'assied. Les maîtres chiens connaissent ce comportement. Le chien a trouvé quelque chose. Le policier s'approche, écarte quelques branches, puis reste figé. Ce qu'il voit n'est pas Shannan Gilbert. Devant lui se trouvent des restes humains. Le corps est en état de décomposition avancée, partiellement caché dans la végétation, enveloppé dans une épaisse toile de jute. Pendant quelques secondes, personne ne parle. Puis les radios crépitent. Le secteur est immédiatement sécurisé. Les enquêteurs arrivent sur place. Les techniciens commencent à photographier la scène. Au départ, certains pensent à une victime isolée, un meurtre ancien, une découverte macabre mais sans lien avec la disparition de Shannan. Pourtant, quelque chose intrigue déjà les enquêteurs. L'emplacement. L'endroit est difficile d'accès, invisible depuis la route. Quelqu'un a pris le temps de choisir cet emplacement. Quelqu'un connaissait parfaitement les lieux. 2 jours plus tard, les recherches reprennent. Les équipes décident d'élargir le périmètre. Les chiens fouillent méthodiquement les environs et très vite. Ils trouvent un 2e corps, puis un 3e, puis un 4e. À chaque nouvelle découverte, l'atmosphère devient plus lourde. Les enquêteurs comprennent qu'ils ne sont plus face à un simple homicide. Quelqu'un a utilisé cette zone à plusieurs reprises. Les 4 corps sont retrouvés à proximité les uns des autres, tous dissimulés dans la végétation, tous abandonnés le long d'Ocean Parkway, tous enveloppés dans de la toile de jute. L'affaire prend immédiatement une autre dimension. Dans les bureaux de la police du comté de Suffolk, les téléphones commencent à sonner sans arrêt. Les analystes tentent d'identifier les victimes. Les journalistes affluent. Les supérieurs exigent des réponses. Et les enquêteurs comprennent qu'ils viennent peut-être de mettre au jour le terrain de chasse d'un tueur en série. Quelques jours plus tard, les identifications tombent.
La première victime est Maureen Brainard Barnes. Elle avait disparu en juillet 2007. Puis vient Melissa Barthélemy, disparue en juillet 2009. Ensuite, Megan Waterman, disparue en juin 2010. Et enfin, Amber Lynn Costello, disparue en septembre 2010. Les 4 femmes ont plusieurs points communs. Elles sont jeunes, elles travaillent comme escort girl, elles utilisent Craigslist pour trouver leurs clients. Et elles ont toutes disparu après avoir accepté un rendez-vous avec un homme dont personne ne connaît l'identité. À mesure que les enquêteurs rassemblent les informations, un schéma commence à émerger. Le tueur semble méthodique, patient, organisé. Il choisit ses victimes avec soin. Il évite les témoins, il transporte les corps jusqu'à cette zone isolée, puis il disparaît sans laisser de traces. Mais un détail va particulièrement retenir l'attention des enquêteurs. L'une des victimes, Melissa Barthélemy. Après sa disparition, sa famille a reçu plusieurs appels étranges, des appels qui provenaient du téléphone portable de Melissa. Au bout du fil, un homme, une voix calme, presque détendue, une voix qui semblait prendre plaisir à faire souffrir. L'homme appelait la petite sœur de Melissa, une adolescente. Il se moquait d'elle, l'insultait, lui disait qu'elle ne reverrait jamais sa sœur. Puis il raccrochait, avant de rappeler quelques jours plus tard, encore et encore. Les policiers avaient tenté de localiser ces appels. Ils avaient découvert qu'ils provenaient de Manhattan, souvent depuis des zones extrêmement fréquentées, près de Times Square, près de Penn Station, comme si leur auteur avait délibérément choisi les endroits les plus bondés de New York pour disparaître dans la masse. À ce stade, les enquêteurs savent déjà une chose. Le tueur n'est pas un amateur. Il réfléchit, il planifie, il anticipe et surtout, il aime jouer avec la police. Pendant que l'enquête prend de l'ampleur, les médias s'emparent de l'affaire. Les chaînes d'information diffusent les photos des victimes. Les experts criminels défilent sur les plateaux de télévision. Les habitants de Long Island commencent à regarder autrement cette route qu'ils empruntent depuis des années. Soudainement, Ocean Parkway ne ressemble plus à une route côtière. Elle ressemble à un cimetière. Et pourtant, le pire est encore à venir, car les 4 corps retrouvés en décembre 2010 ne sont que le début. Quelques mois plus tard, les enquêteurs vont reprendre les recherches. Et ce qu'ils vont découvrir va leur faire comprendre qu'ils ont peut-être affaire à quelque chose de bien plus vaste qu'une série de 4 meurtres. Beaucoup plus vaste. Dans les dunes de Long Island, quelqu'un enterre ses secrets depuis des années. Et personne ne sait encore qui il est. Au début, les enquêteurs pensent peut-être avoir affaire à un tueur qui a commis 4 meurtres. 4 victimes, 4 corps, 4 familles brisées. Mais plus ils creusent, plus ils comprennent que l'histoire est probablement beaucoup plus ancienne et beaucoup plus sombre. Les 4 femmes retrouvées en décembre 2010 vont bientôt être connues sous un nom qui marquera l'histoire criminelle américaine. Les Jill Gofour, Maureen Brainard Barnes, Melissa Barthélemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello. 4 femmes, 4 vies différentes. Pourtant, presque tout dans leur parcours se ressemble. Toutes travaillaient comme escort girl. Toutes utilisaient Craigslist pour entrer en contact avec des clients. Toutes avaient disparu après avoir accepté un rendez-vous. Et toutes avaient disparu sans laisser de traces, comme si elles s'étaient évaporées. Pour les enquêteurs, ce n'est plus une coïncidence. C'est une signature. Le prédateur qu'ils recherchent semble choisir ses victimes selon des critères précis. Des femmes qu'il peut contacter facilement. Des femmes qui acceptent des rendez-vous privés. Des femmes dont la disparition risque de ne pas provoquer immédiatement une mobilisation massive des médias. Pendant que les policiers tentent de reconstituer leurs derniers jours, un autre élément attire leur attention. Les téléphones. En étudiant les relevés téléphoniques des victimes, les analystes découvrent que l'homme utilise systématiquement des téléphones prépayés, des appareils achetés anonymement, sans contrat, sans identité, sans lien apparent avec lui. À chaque rendez-vous, il semble utiliser un numéro différent. Puis le téléphone disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. À l'époque, cette méthode est redoutablement efficace. Nous sommes à la fin des années 2000. Les smartphones n'ont pas encore envahi le quotidien. Les techniques de géolocalisation sont bien moins performantes qu'aujourd'hui.
Le tueur profite parfaitement de cette faille. Il semble toujours avoir un temps d'avance. Et lorsqu'il décide d'appeler la sœur de Melissa Bellamy après le meurtre, il démontre quelque chose d'encore plus inquiétant. Il n'est pas seulement prudent. Il aime contrôler. Il aime observer la souffrance qu'il provoque. Il aime savoir qu'il est au centre de l'attention sans jamais être vu. Les profilaires qui étudient le dossier arrivent progressivement à une conclusion. L'homme qu'ils recherchent est probablement organisé. Très organisé. Il possède vraisemblablement un emploi stable, un véhicule, une certaine intelligence et surtout, il connaît parfaitement Long Island. Car déposer 4 corps au même endroit pendant plusieurs années sans être repéré nécessite quelque chose de précieux. La confiance. La confiance de quelqu'un qui sait exactement où il va. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être vu. Quelqu'un qui se sent chez lui. Mais pendant que les enquêteurs essaient encore de comprendre qui est cet homme, une découverte va faire exploser toutes leurs certitudes. Parce que les 4 corps retrouvés en décembre 2010 ne sont pas les seuls. Loin de là. Mars 2011, puis avril 2011. Les recherches reprennent le long d'Ocean Parkway. Cette fois, les enquêteurs décident de fouiller plusieurs kilomètres de côte, chaque bosquet, chaque dune, chaque zone marécageuse. Ils pensent peut-être trouver d'autres indices. Ils vont trouver bien pire. Le 29 mars 2011, les équipes découvrent de nouveaux restes humains, puis d'autres, puis encore d'autres. À chaque nouvelle découverte, l'affaire devient plus complexe, plus ancienne, plus terrifiante. Certaines victimes n'ont rien à voir avec les Gilgo Four. Le mode opératoire semble différent, plus brutal, plus chaotique. Certaines ont été démembrées. Leurs restes ont été dispersés sur plusieurs kilomètres. Comme si quelqu'un avait tenté de compliquer volontairement leur identification. Parmi elles se trouve Jessica Taylor, une jeune femme disparue en 2003. Une partie de son corps avait déjà été retrouvée des années auparavant dans une autre région de Long Island. Les enquêteurs comprennent alors quelque chose de glaçant. Le tueur utilisait peut-être différents sites pour abandonner ses victimes. Une autre victime est identifiée sous le nom de Valerie Mack, disparue au début des années 2000. Là encore, certains restes avaient été retrouvés des années auparavant sans que personne ne fasse le lien. Puis vient Karen Vergata, puis Sandra Costilla, puis d'autres victimes dont l'identification prendra encore des années. Mais l'une des découvertes les plus bouleversantes concerne une jeune femme inconnue que les enquêteurs surnomment Peaches. Ce surnom vient d'un tatouage représentant une pêche sur son corps. À proximité de ces restes, les policiers découvrent également ceux d'une petite fille âgée d'environ 2 ans. Les médias la surnomment Baby Doe. Même les enquêteurs les plus expérimentés sont choqués. L'idée qu'un enfant puisse être lié à cette affaire dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Au fil des mois, le bilan devient de plus en plus lourd. Au total, les recherches menées autour de Gilgo Beach et Ocean Parkway permettent de retrouver les restes correspondant à 11 victimes, dont un enfant. Aujourd'hui encore, toutes ces victimes ne sont pas officiellement attribuées à Rex Heuermann. C'est un point extrêmement important. Les enquêteurs sont convaincus qu'il est responsable des meurtres des Gilgo Four, ainsi que de plusieurs autres victimes pour lesquelles il a été inculpé ou a plaidé coupable. Mais certains dossiers continuent de faire débat. Une question commence alors à hanter les enquêteurs. Et s'il n'y avait pas eu qu'un seul tueur? Et si plusieurs prédateurs avaient utilisé cette même région au fil des années? Cette hypothèse va circuler pendant longtemps. Mais à ce stade de l'enquête, personne n'a de réponse. Une seule certitude demeure. Quelqu'un a transformé les dunes de Long Island en cimetière. Et personne ne sait encore qui. Puis soudain, plus rien. Les mois passent. Puis les années. Aucun nouveau corps n'est retrouvé. Aucune arrestation. Aucun suspect sérieux. Le tueur semble avoir disparu, comme s'il s'était évaporé. Pour les familles, l'attente devient insupportable. Chaque conférence de presse se termine sans réponse. Chaque anniversaire des victimes ravive la douleur. Et pendant ce temps, l'enquête s'enlise. À l'intérieur même de la police du comté de Suffolk, les tensions explosent. Le nom qui revient constamment est celui du chef de la police, James Burke, personnage influent, autoritaire, controversé.
Pendant des années, les relations entre son administration et le FBI sont particulièrement compliquées. Les critiques se multiplient. Certains enquêteurs affirment que l'affaire n'avance plus. Puis survient un scandale. En 2015, James Burke est condamné pour avoir agressé un homme arrêté pour le vol d'objets personnels lui appartenant avant de tenter d'étouffer l'affaire. Sa chute provoque un séisme dans la police locale. Mais le mal est déjà fait. Pendant presque une décennie, l'affaire de Gilgo Beach semble figée. Dans les médias, beaucoup commencent à penser qu'elle ne sera jamais résolue. Le tueur est devenu un fantôme. Et ce fantôme paraît avoir gagné. Pendant ce temps, quelque part à Long Island, un homme continue sa vie. Il travaille, il paie ses factures, il prend le train, il regarde les informations. Et personne ne sait encore qu'il se trouve peut-être sous les yeux de tout le monde. L'année 2022 va tout changer. Parce qu'une nouvelle équipe décide de reprendre le dossier depuis le début. Et dans plusieurs milliers de pages d'archives oubliées, un détail va soudainement ressortir. Un détail qui semble insignifiant. Un véhicule, un simple véhicule, une Chevrolet Avalanche. L'année 2022 marque un tournant. 12 ans ont passé depuis la découverte des premiers corps. 12 ans de conférences de presse, 12 ans de théories, 12 ans de frustration. Pour beaucoup, l'affaire est devenue un symbole d'échec. Mais cette année-là, un nouvel homme prend la tête du parquet du comté de Suffolk. Son nom est Raymond Tierney. Et contrairement à ses prédécesseurs, il refuse d'accepter que le dossier Gilgo Beach reste une énigme. Il crée une nouvelle task force. Cette fois, tout le monde travaille ensemble. La police du comté, la police de l'État de New York, le FBI, les analystes criminels, les experts en téléphonie, les spécialistes ADN. Une seule mission, repartir de zéro, comme si l'enquête venait de commencer. Des milliers de pages sont relues, des centaines de témoignages sont réexaminés, des éléments considérés comme insignifiants en 2010 sont ressortis des archives. C'est alors qu'un détail attire l'attention des enquêteurs. Un témoignage datant de septembre 2010, quelques jours avant la disparition d'Amber Lynn Costello. Amber vivait dans une maison de West Babylon. Comme beaucoup de travailleuses du sexe de l'époque, elle recevait certains clients directement chez elle. La veille de sa disparition, plusieurs témoins remarquent un homme venu la rencontrer. L'homme repart, puis revient plus tard. Mais ce n'est pas lui qui retient l'attention. C'est son véhicule. Une Chevrolet Avalanche, un imposant pick-up américain. Pas un modèle rare, mais pas un véhicule particulièrement courant non plus. Les témoins se souviennent également du conducteur. Un homme très grand, très corpulent, portant des lunettes, un homme difficile à oublier. À l'époque, ce renseignement n'avait mené nulle part. En 2022, les enquêteurs décident de le réexaminer. Ils consultent les registres d'immatriculation, puis croisent les données avec les descriptions physiques. Peu à peu, la liste se réduit. Puis un nom apparaît. Rex Andrew Herman. Pour la première fois depuis 12 ans, les enquêteurs ont un suspect crédible. Mais ce n'est encore qu'un nom. Ils ont besoin de beaucoup plus. Alors ils commencent à creuser. Et ce qui découvre les glaces. Lorsque les enquêteurs observent la vie de Rex Herman, rien ne correspond à l'image classique d'un tueur en série. Il n'est pas sans emploi, il n'est pas marginal. Il n'a aucun casier judiciaire significatif. À première vue, il ressemble à un citoyen ordinaire. Il a grandi à Long Island. Il vit à Massapequa Park. Il est marié à Azael Rupp. Il est père de famille. Chaque matin, il prend le train pour Manhattan. Chaque soir, il rentre chez lui. Son cabinet d'architecture se trouve sur la 5e avenue. Depuis des années, il travaille sur des projets immobiliers et intervient parfois dans les médias spécialisés comme expert en urbanisme. À l'extérieur, tout semble normal. Mais les enquêteurs ne s'intéressent plus aux apparences. Ils cherchent les coïncidences, et les coïncidences commencent à s'accumuler. Sa Chevrolet Avalanche correspond au véhicule recherché. Son bureau se trouve à proximité des secteurs depuis lesquels les appels passés avec le téléphone de Melissa Barthélemy avaient été localisés. Son domicile est situé à moins d'une demi-heure de Gilgo Beach. Et surtout, les analyses téléphoniques révèlent quelque chose de troublant. Les téléphones utilisés pour contacter plusieurs victimes semblent régulièrement se connecter à des secteurs fréquentés par Rex Herman, parfois près de son bureau, parfois près de son domicile,
parfois sur les trajets qu'il emprunte quotidiennement. À ce stade, les enquêteurs comprennent qu'ils sont peut-être en train d'approcher le véritable tueur de Gilgo Beach. Mais ils ne peuvent pas se permettre de se tromper. Ils ont besoin d'une preuve. Une seule preuve irréfutable. Quelque chose qui résistera à tous les avocats du pays. Ils ont besoin de son ADN. À partir de ce moment-là, une opération discrète se met en place. Pendant des mois, Rex Heuermann est surveillé, sans qu'il ne s'en doute. Des enquêteurs le suivent lorsqu'il quitte sa maison, lorsqu'il monte dans le train, lorsqu'il entre dans son bureau, lorsqu'il déjeune, lorsqu'il rentre chez lui. Chaque déplacement est consigné. Chaque habitude est observée. Peu à peu, les analystes découvrent un autre aspect de sa personnalité. Sous différentes identités numériques, il continue d'utiliser des téléphones prépayés. Il effectue également de nombreuses recherches liées à l'affaire Gilgo Beach. Il consulte des articles, des forums, des photographies, des informations sur les victimes, sur leurs familles, sur les avancées de l'enquête, comme s'il surveillait constamment les policiers chargés de le retrouver. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'ADN reste la clé. Puis arrive le mois de janvier 2023. Une journée ordinaire. Rex Heuermann quitte son bureau de Manhattan. Il mange une pizza, puis jette sa boîte dans une poubelle publique, sans savoir qu'il est observé. Quelques instants plus tard, les enquêteurs récupèrent discrètement la boîte. À l'intérieur se trouvent plusieurs morceaux de croûte portant des traces de salive. Le laboratoire commence les analyses. Les jours passent, puis les résultats arrivent. Les cheveux retrouvés sur certaines victimes présentent une compatibilité génétique avec la famille Heuermann. D'autres prélèvements pointent directement vers Rex lui-même. Pour les enquêteurs, le doute n'existe pratiquement plus. Ils tiennent leur homme. L'heure est venue d'intervenir. Le 13 juillet 2023. Manhattan. Fin d'après-midi. Des milliers de personnes circulent dans les rues. Comme tous les jours, Rex Heuermann quitte son bureau. Il ignore que sa liberté va prendre fin dans quelques secondes. Les agents surgissent, l'encerclent, le plaquent contre un véhicule, les menottes claquent. L'homme qui a échappé à la police pendant plus d'une décennie vient d'être arrêté. Pendant ce temps, d'autres équipes convergent vers sa maison de Massapequa Park. Ce qu'elles vont découvrir dépasse toutes les attentes. Pendant près de 2 semaines, la maison est fouillée de fond en comble. Les enquêteurs saisissent des ordinateurs, des téléphones, des disques durs, des carnets, des milliers de documents. Ils découvrent également un arsenal de plus de 200 armes à feu. Mais la découverte la plus importante se trouve dans ces appareils électroniques. Un document. Quelques pages seulement. Pourtant, leur contenu est glaçant. Les enquêteurs le surnommeront rapidement le manuel du tueur. À l'intérieur figurent des listes de vérification, des précautions à prendre, des rappels, des consignes, comment éviter les traces ADN, comment transporter un corps, comment nettoyer une scène, comment surveiller les informations, comment limiter les risques. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils ont devant eux ce qui ressemble à un plan méthodique de préparation criminelle, comme si chaque meurtre avait été organisé avec la précision d'un chantier d'architecture. Mais le plus incroyable reste à venir, car l'arrestation n'est que le début. Pendant les 3 années suivantes, les procureurs vont continuer à accumuler les preuves, et Rex Heuermann va progressivement comprendre qu'il n'a plus aucune échappatoire. Au départ, Rex Heuermann nie tout. Il plaide non coupable. Ses avocats attaquent les preuves ADN, contestent les analyses téléphoniques, remettent en cause les méthodes des enquêteurs. Mais à mesure que les mois passent, la situation devient intenable. Les experts présentent les données de géolocalisation, les preuves génétiques, les recherches retrouvées sur ces appareils, le document, les liens entre ces déplacements et ceux des victimes. L'accusation construit pierre après pierre un dossier gigantesque. Puis survient le coup de théâtre, le 8 avril 2026. Dans un tribunal de Riverhead, Rex Heuermann change brutalement de stratégie. Il plaide coupable, il reconnaît avoir assassiné 7 femmes et admet également être responsable du meurtre de Karen Vergata. Pour les familles, c'est un moment historique. Après plus de 15 ans d'incertitude, elles entendent enfin le responsable reconnaître ses crimes. Mais cet aveu s'accompagne d'un accord particulier.
Pour éviter un procès interminable et garantir qu'il ne puisse jamais faire appel de sa condamnation, le parquet négocie avec la défense. Rex Heuermann accepte de coopérer avec les autorités, notamment avec les spécialistes du FBI, l'unité d'analyse comportementale. Pendant le reste de sa vie, il pourra être interrogé afin d'aider les enquêteurs à comprendre ses méthodes, sa psychologie criminelle et les mécanismes qui lui ont permis d'échapper si longtemps à la justice. Pour certains proches des victimes, cet accord est difficile à accepter. Pour d'autres, il représente une opportunité unique d'obtenir enfin certaines réponses. Quoi qu'il en soit, son destin est désormais scellé. Le 17 juin 2026, le juge Timothy Mazzei prononce plusieurs peines de prison à perpétuité consécutive. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Aucun espoir de sortie. À 62 ans, Rex Heuermann sait qu'il mourra en prison. L'homme qui pensait avoir construit le crime parfait vient de perdre. Lorsque les caméras quittent le tribunal de Riverhead ce 17 juin 2026, une étrange sensation flotte dans l'air. Pendant plus de 15 ans, l'affaire de Gilgo Beach a été un mystère, un puzzle, une énigme criminelle, une chasse à l'homme qui semblait ne jamais devoir se terminer. Pendant des années, les médias ont parlé du tueur de Long Island, du tueur de Gilgo Beach, du prédateur invisible. Mais derrière ce surnom se trouvaient des êtres humains, des femmes qui avaient une famille, des amis, des rêves, des projets, et qui ont fini par être réduites à de simples photos sur des panneaux d'enquête. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir de toute cette histoire. Avant d'être des victimes, elles étaient des personnes. Maureen Brainard Barnes avait 25 ans. Melissa Barthelemy en avait 24. Megan Waterman, seulement 22. Amber Lynn Costello, 27. Jessica Taylor, Valerie Mack, Karen Vergata, Sandra Costilla. Et toutes les autres dont les noms ont parfois été oubliés au milieu du vacarme médiatique. Pendant longtemps, certaines ont été décrites uniquement par leur profession, comme si cela suffisait à résumer une existence, comme si leur disparition comptait un peu moins, comme si leur meurtre était moins grave. Pour leur famille, cette idée a toujours été insupportable. Parce qu'une mère ne perd pas une travailleuse du sexe, elle perd sa fille. Une sœur perd sa sœur, un enfant perd sa mère. Et cette douleur reste la même, quelle que soit la vie que menait la victime. L'affaire de Gilgo Beach a forcé de nombreuses institutions à regarder cette réalité en face. Les enquêteurs eux-mêmes l'ont reconnu au fil des années. Certaines disparitions n'ont pas reçu immédiatement l'attention qu'elles méritaient. Certaines alertes n'ont pas été prises au sérieux assez vite. Certaines familles ont dû se battre pour être entendues. Et lorsque les familles doivent se battre seules pour obtenir des réponses, le temps devient l'allié du prédateur. Pendant plus d'une décennie, Rex Heuermann a profité de ce temps. Pendant plus d'une décennie, il a vécu comme un homme libre. Il prenait le train pour Manhattan. Il dirigeait son entreprise. Il rencontrait des clients. Il discutait avec ses voisins. Pendant ce temps, les familles des victimes continuaient de chercher des réponses. Deux mondes existaient en parallèle. L'un vivait dans le deuil, l'autre dans l'impunité, jusqu'au jour où la science a fini par combler la distance entre les deux. Pendant longtemps, l'Amérique a été fascinée par la question « Qui est le tueur de Gilgo Beach ?» Aujourd'hui, nous connaissons la réponse, mais la véritable question est peut-être ailleurs. Comment un homme a-t-il pu commettre ces crimes pendant si longtemps sans être arrêté? Comment certaines victimes ont-elles pu disparaître sans provoquer immédiatement une mobilisation massive? Comment une enquête aussi importante a-t-elle pu être ralentie pendant des années par des erreurs, des rivalités et des scandales internes? Ces questions continueront probablement d'être étudiées pendant longtemps, car résoudre une affaire ne signifie pas toujours comprendre tout ce qui l'a rendue possible. Une autre question demeure également. Les enquêteurs sont convaincus d'avoir identifié le responsable principal des meurtres attribués à Rex Heuermann. Mais l'histoire de Gilgo Beach conserve encore certaines zones d'ombre. Tous les restes humains retrouvés le long d'Ocean Parkway n'ont pas été officiellement attribués au même auteur. Certains dossiers continuent d'être étudiés. Certaines familles attendent encore des réponses complètes. Même après une condamnation historique, toutes les interrogations n'ont pas disparu.
Peut-être ne disparaîtront-elles jamais totalement. Mais une chose, elle, est certaine. Pendant des années, les dunes de Gilgo Beach ont gardé un secret. Un secret enterré sous les herbes sauvages, le sable et le silence. Les dunes de Gilgo Beach sont toujours là. Le vent souffle toujours sur Ocean Parkway. Les marécages s'étendent toujours jusqu'à l'horizon. Mais désormais, lorsqu'on évoque cet endroit, on ne parle plus seulement d'un mystère. On parle d'une affaire résolue, d'une traque qui a duré 15 ans, et de la preuve que parfois, même les secrets les mieux enterrés finissent par remonter à la surface.